Président, ministre, rapporteur, collègues, je me présente à cette tribune fort d'une expérience, il est vrai maintenant un peu lointaine, d'élu local, majoritaire, d'élu départemental, un coup dans l'opposition, un coup dans la majorité, enfin, assez instruit de la vie locale pour avoir pris l'habitude de la permanence de certains discours et des conclusions que je vois d'année en année, je peux même dire dans mon cas de décennie en décennie, se confirmer. D'abord, cette manie de répéter tout le temps que comme il y a 36 000 communes, c'est trop. Ah bon, pourquoi? Personne ne nous a jamais dit pourquoi 36 000 communes, c'était trop. J'ai presque envie de vous dire, c'est pas assez. Et dans un instant, je vous dirai sur quoi je m'appuie pour le dire. On entend dorénavant parler le plus souvent de territoire. C'est devenu un mot commun de tous les discours. Mais les élus républicains autrefois ne prétendaient pas représenter des territoires. Ils représentaient des populations. Et depuis l'origine révolutionnaire de la commune, je parle de la révolution de 89, mais dans un instant je vais remonter un peu plus en arrière, la question de la commune ne s'est jamais présentée autrement que comme la possibilité pour des populations de prendre des décisions d'intérêt général commun. Donc, j'ai vu avancer, progresser, sous couleur de modernité, d'efficacité, que sais-je encore, d'efficacité, oui, souvent, bien sûr, toujours, avancer l'idée que la commune était un échelon insuffisant, qu'il fallait à toute force se regrouper avec d'autres pour qu'il y ait moins de communes, pour qu'on puisse avoir les budgets suffisants, sans que jamais on se pose la question dans l'autre sens, c'est-à-dire pourquoi les budgets ne sont-ils pas suffisants et qu'est-ce qui empêchait une commune de coopérer avec une autre commune? Quand, à quel moment y a-t-il eu un dispositif légal interdisant à une commune de coopérer avec une autre? Au contraire, l'intercommunalité a été la souplesse initiale formidable, parce qu'on pouvait faire un syndicat intercommunal de ramassage des ordures d'un côté, avec certains, et puis on faisait un syndicat de l'eau avec d'autres, parce qu'on n'était pas sur le même bassin versant, etc., etc. Par conséquent, de grâce, ne figeons pas le débat dans, d'un côté, les conservateurs qui ne rêvent que du passé, et de l'autre, les modernes qui, eux, savent comment on doit gérer de manière dynamique les territoires, etc., etc., parce que ce n'est pas vrai. Il y a des projets qui sont à l'œuvre de longue main, et il faut les assumer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des projets idéologiques. Moi, je ne prétends pas répondre à une pure rationalité dans mes choix. Je réponds à une préoccupation, à un objectif, à une philosophie de la vie dans la cité. De même, ce qui est en train de se mettre en place correspond à une philosophie de la vie dans la cité, que vous avez, monsieur le ministre, résumé parfaitement à l'Assemblée nationale en une seule phrase, qui tue le match en quelque sorte. Vous avez déclaré « Aujourd'hui, nous souhaitons franchir une étape supplémentaire en brisant le carcan uniforme hérité de la Révolution. » Le président de la République l'a dit lui-même, nous souhaitons faire du sur-mesure, c'est-à-dire créer un droit à la différence. Monsieur le ministre, nous connaissons bien ceux qui exhibent du droit à la différence. Et nous les avons toujours mis en garde sur ce fait que le droit à la différence finit toujours dans la différence des droits. Nous ne connaissons quasiment pas d'exception à cette règle. Et une fois de plus, ce sera le cas ici. Méthodiquement, loi après loi, sous tous les gouvernements. Le vôtre n'est pas plus dans ce domaine coupable que d'autres dans le passé. Des fois même sous les couleurs flamboyantes d'un girondinisme inventé, car la Gironde ne s'est jamais appelée elle-même Gironde à l'époque, elle était brissotine, c'est-à-dire de droite, et elle n'a jamais été fédéraliste, elle n'a jamais été pour les communes. Ce sont les Jacobins qui, au contraire, développaient les libertés communales jusqu'à l'absurde. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire, parce que décider que les communes, s'il y avait un tiers des départements qui étaient contre une loi, la loi ne s'appliquait pas. On fait mieux comme centralisation. Souvent, on a confondu le jacobinisme avec les lois de Napoléon, mais ça n'a rien à voir. D'un côté, il s'agit de la Révolution et de l'intervention du peuple souverain. De l'autre côté, il s'agit de l'autorité du tyran, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom. Quand on gouverne sans assemblée, c'est qu'on est un tyran. Alors, on a défendu et on a vu défendre dans notre pays tout ce qui pouvait pousser à ce droit
à la différence. Et évidemment, ce droit à la différence finit par des différences de droit, c'est-à-dire par des lois locales qui ne sont que la version moderne de la coutume et de la tradition, toutes choses qui peuvent être charmantes dans certains domaines, mais qui sont abominables au plan de la loi. Car la Révolution introduit une nouveauté dans l'histoire, la loi est la même pour tous, elle s'applique de la même manière à tous, parce que nous en délibérons tous. C'est une grande rupture dans l'histoire législative du pays. Ce n'est pas rien de revenir là-dessus. Votre projet, avouez, je ne vous en fais pas le reproche autrement que pour vous dire que je n'en suis pas d'accord, mais votre projet, avoué, c'est la différenciation. Vous avez inventé un nouveau concept. Nous autres, jacobins de gauche, nous avions inventé la décentralisation. La décentralisation, ce n'est pas la différenciation. Ça n'est pas le même principe politique qui est à l'œuvre. La différenciation, c'est créer du droit local différent d'un endroit à l'autre. Et vous avez commencé. Dans le traité d'Aix-la-Chapelle, on a permis qu'existent des communautés, on a commencé d'ailleurs dans cette Assemblée à en fixer une pour l'Alsace, qui n'est plus tout à fait dans le cadre de la loi une et indivisible. Pourquoi faut-il que la loi soit une et indivisible? Parce que c'est la condition de l'existence de la République. La République une et indivisible, ce n'est pas qu'une affaire de frontières. Bien sûr que c'est une affaire de frontières, et que mal en prenne à ceux qui y toucheraient. Mais c'est surtout une idée politique. La République est une et indivisible parce que la loi est une et indivisible, et que la seule communauté reconnue en République, c'est la communauté légale. Et nous avons toujours soutenu ce point de vue contre tous ceux qui prétendaient le contraire et créer des droits communautaires. Alors évidemment, un droit local, ça fait moins barbare, ça fait moins obscur, ça fait moins sombre qu'un droit communautaire. Mais c'est la même chose. Tout ce qui rompt l'unité de la loi ouvre sur un communautarisme. Et tous les communautarismes finissent inéluctablement dans la même ornière qui est celle de l'ethnicisme. C'est-à-dire qu'il faut s'inventer des raisons locales naturelles de ne pas faire comme le voisin, soit parce qu'on ne parle pas tout à fait la même langue, soit parce que les coutumes ne sont pas les mêmes, etc., etc., etc. Vous ne trouverez jamais de justification suffisante dans l'efficacité de l'action commune autrement que dans ce type d'exaltation de la différence entre les gens. Alors ce n'est pas un petit point, Monsieur le ministre. Et bien sûr, je pourrais, comme d'autres le feront, et ils ont raison de le faire, examiner de plus près telle ou telle gargouille du nouveau machicoulis qui est inventé aujourd'hui. Parce que ceux qui vont protestant contre le millefeuille administratif, j'ai noté que souvent, c'est eux qui le regarnissent, et pas qu'un peu. Qu'à une structure s'en ajoute une autre, et une autre qui cumule les structures précédentes ou les annule, mais permet qu'elles demeurent, etc., etc., etc. Ici, naturellement, nous en avons pour notre compte. Mais moi, ce n'est pas cela que je veux mettre dans la motion de rejet. La motion de renvoi en commission, on verra, et dans la discussion générale. Dans la motion de rejet, je veux mettre la philosophie politique républicaine initiale et vous dire pourquoi nous rejetons absolument et totalement cette idée. Nous ne croyons pas non plus que ce soit un hasard, que toutes les tentatives de passage en force aient toutes échoué dans le passé. Chaque fois qu'on a voulu regrouper de force, on n'est arrivé à rien. Ah, on a connu des épisodes du plus haut folklore féodal, quand on a fait les agglomérations. Pardon, j'étais à l'époque concerné, donc j'ai vu comment ça se passait, comment on se répartissait sous le prétexte de logique territoriale des seigneurs féodaux, ici socialistes, j'en étais, là-bas de droite, alors on s'arrangeait, passe-moi telle commune, celle-là ira là, l'autre n'ira pas là, et le préfet à la fin planquait des coups de tampon sur tout ça, ou poussait les uns et les autres à se regrouper. De loin, on expliquait aux citoyens que c'était la rationalité de l'organisation du territoire. C'est faux. Ça n'a jamais été le cas. Je ne l'ai jamais vu. La protestation, dans le cas qui m'occupe à cet instant, elle est donc fondamentalement politique. Je veux la faire aller aussi loin qu'elle doit aller pour être bien comprise. Les communes sont non seulement le socle de la liberté des Français, parce que les communes bénéficiaient à l'époque où on considérait que la principale richesse était la terre, de chartes, de cartes de toutes sortes, qui donnaient des libertés à ceux qui y vivaient. Les communes, au départ, sont laborieusement construites. Parfois, ce sont des assemblées communales
qui sont concédés. Le plus souvent, on doit dire arrachés. C'est le cas, par exemple, à Marseille, où tout commence avec une assemblée des métiers, et on dit « métier vos noblesses ». Tous ceux qui pratiquent un métier, même pas besoin qu'ils soient membres d'une corporation, ils ont le droit d'élire des représentants. Et pourquoi faire? Évidemment, pour contrôler l'impôt. Et pourquoi contrôler l'impôt? Parce que l'impôt, c'était l'usage qu'on en faisait. Donc, depuis le début, c'est-à-dire à la racine de la démocratie, il y a la volonté de contrôler l'usage qui est fait du bien commun. Mais ce que je suis en train de vous dire vaut dans sa généralité, je viens de donner l'exemple de Marseille, métier vos noblesses. La citoyenneté existe comme base du pouvoir commun, mais ce n'est pas vrai partout. À ce sujet, je voudrais pointer une fois de plus une différence qui permet d'éclairer la suite de l'histoire. La vraie frontière culturelle qui coupe l'Europe, ce n'est pas la frontière des langues, ni la frontière des religions. Ce sont les limes de l'Empire romain. D'un côté, la cité, son souvenir, suffisamment fort pour qu'il irrigue toute la municipalisation de la vie italienne et par suite celle de la France. On va appeler France le territoire de l'époque, vers l'an 1000. Et c'est sur cette base que se reconstituent les assemblées citoyennes. De l'autre côté des limes, c'est un autre modèle, c'est la horde, c'est la tribu, je le dis sans affectation péjorative à ce mot, ce sont d'autres traditions. Là prévaut le droit du sang. De notre côté, je me mets dedans, méditerranéen que je suis, de notre côté, le droit du sol. T'es là, t'as le droit de décider. Peu importe qui est ton père, qui est ta mère, d'où il venait, qui il est. Puisque tu es là, tu as un droit égal à celui des autres à décider. Ceci a été le fondamental de l'inspiration républicaine, dans le temps long, très long, jusqu'à la Grande Révolution, dont beaucoup d'épisodes sont en quelque sorte cachés par l'histoire. On croit que la Grande Révolution serait une sorte de mouvement spontané vers une centralisation qui résulterait du fait qu'on détruisait la monarchie et tout l'Ancien Régime avec ces salmigondis, tartifouillis, de bailliages, sénéchaussées, que sais-je encore, cette organisation du territoire confuse, permettant tous les abus, et la juxtaposition de tous les pouvoirs excessifs. Non, ce n'est pas cela. Dès l'instant fondateur de la Révolution, il se produit quelque chose, c'est ce qu'on appelle les fédérations. Dès l'été 1789, comme suite, l'événement compte peu, de la Grande Peur, se constituent des milices bourgeoises pour résister à d'improbables invasions de brigands qui n'eurent d'ailleurs jamais lieu, mais qui ont conduit directement à l'émergence d'un pouvoir populaire tel qu'il était à l'époque pour contrôler ce qui se passait. Le 1er 14 juillet, c'est la fête de la Fédération. C'est la réponse qui est apportée à un processus qui venait du terrain, une volonté de contrôler localement ce qu'on faisait. C'était forcément à taille humaine. Il fallait que les gens puissent se connaître, il fallait qu'ils puissent se reconnaître. Et durant le processus révolutionnaire de 1789, quand cette assemblée est régulièrement envahie par les sections de Paris, alors évidemment, on en a un tableau ici encore. Je ne sais pas pourquoi, c'est le seul tableau qui représente la Révolution, où l'on voit M. Drouet menacer M. Languinet, président de séance à l'époque. Alors on a fini par croire que c'était des invasions populaires qui n'avaient pas d'autre fondement que ce qu'on appelle les émotions. Pas du tout. Elle avait un fondement politique. C'était la tenue des sections de Paris. Et la sans-culotterie parisienne, c'est l'assemblée de ceux qui se réunissent localement. Si bien qu'en 1793, il y a une tentative de créer, à la place de la République telle qu'on la concevait et qu'elle était conçue par ceux qui siégeaient, une République qui serait une fédération des communes. C'est dire l'ancrage profond dans notre histoire. Et permettez qu'un homme de ma famille politique vous le rappelle, un ancrage révolutionnaire. Depuis le début, la volonté d'autocontrôle des populations sur leur destin est passée par la forme révolutionnaire de la commune. C'est comme ça.
C'est pourquoi nous nous en sentons héritiers. C'est pourquoi nous récusons tout ce qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, écarter cette source d'inspiration. Monsieur le ministre, nous ne croyons pas que la nouvelle formule, qui paraît-il regroupe dorénavant 2,4 millions d'habitants, bon, nous sommes 65 millions, je suis obligé de vous le rappeler, ce n'est rien. Auparavant, on a essayé de tordre les bras, ça n'a rien donné. Et finalement, on a trouvé plus subtil, réduire les fonds jusqu'à ce qu'exsangues les petites communes finissent par se rendre à cuya et dire, bon, bah, comme on ne peut plus, alors voyons. Bah, clairement, ce n'est pas la commune de Serres-les-Sapins dans le Jura qui, elle, avait du mal à dépenser son budget tous les ans. C'est une sorte de Koweït vert. Mais bon, ceux-là sont rares dans notre pays. Hein. Bah oui, ils ont une forêt formidable. Alors, une année, on achetait, hein, je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, on achetait les frigos pour tout le monde. L'année d'après, c'est la machine à laver. Bon, enfin, c'est extraordinaire. Hein. Ça n'a pas lieu. Partout ailleurs, c'est l'inverse. Comment changer les canalisations d'eau quand on est en régie publique de l'eau, comment s'assurer des trottoirs dans la petite commune, etc., etc. Comment maintenir le bâtiment communal. Mais ne me dites pas que ce n'est pas vrai. C'est exactement comme ça que ça se passe en moment. Quand j'apprends avec surprise qu'on trouve 150 maires d'accord pour fermer l'école communale, l'élu local que j'ai été se demande comment une chose pareille est possible. Ben, il n'y a qu'à leur téléphoner. Et vous leur demanderez, ce n'est pas du tout qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus sympathique de mettre des enfants dans un autobus, c'est tout simplement qu'ils n'arrivent pas à payer le bâtiment communal, simplement le bâtiment communal. Et voilà comment des élus locaux peuvent être d'accord pour fermer des écoles, alors que citoyens comme les autres, ils savent parfaitement que la fin de l'école, eh ben, c'est le début de la fin de bien d'autres choses dans la vie locale. Ben là, c'est pareil. Des gens étranglés finissent par céder et dire, bon, bah, puisque vous nous dites que vous augmentez de 5% la dotation, si on se met avec les autres, eh ben allons-y, parce que nous, de toute façon, on ne sait plus comment faire. Ils ne savent plus comment faire. La preuve, c'est qu'il y en a 50% qui ont l'intention, 60% qui ont l'intention de ne pas se représenter comme maire. Autrement dit, petit à petit, la racine de la démocratie qui était enracinée dans des coutumes, des habitudes, maintenant de longue portée, quoi. Ça fait 2 siècles qu'on a créé ces communes. Cette liberté est en train de mourir, de s'étouffer. Alors, bien sûr, il reste ces personnes parfaites qui sont engagées dans les conseils municipaux, quelle que soit leur couleur politique, engagées à fond, réquisitionnables nuit et jour, au service de leur population qui n'en peuvent plus, qui souvent sont rendus responsables d'à peu près tout. Bon, quand ce n'est pas sur nous les députés qu'on tombe, c'est sur eux. Hein. Et on leur demande tout, n'importe quoi, sur quelque sujet que ce soit. C'est un véritable apostolat. Et pour certains, ça tourne au monaca à la fin, parce que c'est y consacrer toute sa vie, nuit et jour. Alors, bien sûr que l'argument d'efficacité, il finit par porter quand il n'y a plus les moyens dans les caisses de la commune. Mais revenons au point de départ et voyons comment cette liberté a été asphyxiée. Voilà pourquoi nous demandons le rejet. Collègues, sous couleur d'efficacité, sous couleur de bonne gestion des territoires, on oublie ce qui va être la conséquence normale, c'est-à-dire la mauvaise gestion des populations par elles-mêmes. 36 000 communes, ce n'est pas trop. Si elles peuvent, ce n'est pas trop. Si elles peuvent vivre. 36 000 communes, c'est bien. Et des fois, on peut dire c'est pas assez si cela ne couvre pas la possibilité pour toute la population d'intervenir dans ces affaires. La France n'a pas été faible parce qu'elle avait beaucoup de communes. Et je vous rappelle quelles épreuves elle a surmontées, alors qu'elle avait ces 36 000 communes qui ont été le moyen d'enraciner l'unité nationale et dans l'unité de la loi. Ce qui se dessine, c'est qu'en explosant le territoire, en créant ce droit à différenciation, on crée autre chose. Ce n'est plus le même État. Mes collègues, on a le droit de l'assumer, vous avez le droit d'en être partisan. Mais entendez ceux qui vous disent qu'ils sont contre pour des raisons de philosophie politique, de conception de la République. Le droit à la différenciation, c'est la fin d'une certaine idée de la République. On peut dire qu'elle est dépassée. Et croyez-vous qu'on n'ait pas vu vers quoi on va? Mais ce système-là, on l'a connu. Évidemment qu'il arrange un certain modèle économique. Il y a un système économique qui vit de la différence. C'est sa raison d'être. Il prélève sur ces différences.
Vous verrez qu'on commencera par cette forme de différence, et puis qu'on arrivera à la différence sur le Code du travail, et puis qu'on arrivera à des lois particulières. Oui, non, il ne faut pas dire ça n'arrivera pas. Si, ça arrivera, parce que c'est dans le Code génétique du droit à la différenciation. C'est ça qui est prévu. Eh bien oui, mais nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de collègues sur ce sujet. Moi, je suis d'avis que lorsqu'on doit constater que cette différence est inscrite dans la réalité et non pas dans la volonté du législateur, alors il faut en prendre pleinement conscience et l'accepter, y compris contre ses propres sentiments et ses propres convictions. C'est ainsi que, par exemple, contrairement à vous, qui prônez ici la différenciation, je suis pour l'application de l'article 74 de la Constitution à la Corse. Et je ne le dis pas de gaieté de cœur, parce que dans ma vision des choses, nous formons une seule et même communauté nationale. Mais j'ai compris que quand 3 députés sur 4 sont indépendantistes, lorsque la collectivité locale est autonomiste, eh bien, il faut partir et entendre le message qui est donné. Parce qu'on ne fera pas, la France n'est pas une camisole de force. La France n'est pas quelque chose qui s'impose à ses propres citoyens. La France résulte de ses citoyens, de ce qu'ils sont. Eh bien, là, il faut partir de cette réalité. Là, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de collectivités qu'on va regrouper, je le dis à mon avis, de force, alors que rien dans notre histoire, rien dans ces régions, rien dans ces populations ne pousse à une telle différenciation, sinon la volonté de les y conduire. La France comme République, la France comme idée d'unité de sa population par unité de la loi, et l'unité de la loi résultant du fait qu'elle est le résultat de la volonté commune. Cette France-là se dissout dans la différenciation. D'autres modèles existent, par exemple chez nos voisins allemands, qui ont des Länder et qui ont des pouvoirs locaux extrêmement forts. Ça signifie que ça convient aux Allemands, sans doute. Je soutiens que cela ne convient pas à ce qu'est notre patrie. Et là, nous touchons à l'échelon de base de son auto-organisation. Voilà. Voilà les raisons pour lesquelles, au nom du droit du sol, au nom de l'unité de la loi, au nom de l'unité de l'organisation du territoire, dans un pays dont personne n'a l'air de se rendre compte que son unité administrative a déjà tellement changé qu'on est en droit de se demander si on doit continuer à pousser comme ça devant soi des trouvailles et des inventions sans se demander quel en est le résultat global. La France une et indivisible, avec le statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, avec le statut du gouvernement de la Polynésie française, etc., etc. Oui, la France une et indivisible, mais ce n'est plus l'unité et l'indivisibilité de ces structures. En Polynésie française, nous avons un gouvernement avec des responsabilités régaliennes spéciales qui lui sont attribuées. Je vous dis tout ça pour piquer la réflexion, obliger à se rendre compte que nous ne sommes pas seulement en train de parler d'efficacité d'organisation administrative, nous sommes en train de parler de ce qui fait la patrie. Et si, dès l'an 1000, 1200, en France, on commence à constituer des communes, ce qui n'est pas le cas ailleurs, autour des paroisses, bien sûr, mais la Révolution rompt avec la paroisse. La Révolution, elle dit « Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtel de ville, mairie, échevinat, consulat, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimés et abolis, et cependant les officiers municipaux actuellement en service continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés. » C'est comme ça que ça s'est passé. Vous aviez des esprits dans l'Assemblée révolutionnaire qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez faire des communes, vous allez découper le territoire en petits morceaux, ça ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait de l'unité de la loi. » Heureusement, ce sont les Jacobins qui protestent. Là, en l'occurrence, il faut l'attribuer à Mirabeau parce que les Jacobins ne sont pas encore tout à fait constitués. Mais s'il part de cette volonté communale, ce n'est pas parce qu'il a un rêve abstrait d'organisation administrative du territoire. C'est parce qu'il sait que la démocratie et la révolution et la République s'enracinent dans cette volonté de mobilisation locale. Et ce fut le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme le rappelle la fête de la Fédération. Je me donne que peu de chance de vous convaincre. Mais j'ai le devoir d'essayer.
C'est le rôle d'une assemblée et d'un parlement que d'y parler. Heureusement, nous ne sommes pas tous du même avis. C'est pourquoi nous formons une démocratie. Et bien sûr, la décision qui sera prise s'imposera à tous. Mais la décision s'imposera, pas son contenu, pas le contenu idéologique qu'elle porte. Elle ne s'imposera jamais. En tout cas, à des gens comme moi, je ne suis pas pour ce que vous appelez le girondinisme, qui est une invention. J'ai vu le président de la République parler de pacte girondin. J'ai eu l'occasion de lui dire, mais ça existe que dans un mauvais bouquin d'histoire que vous avez lu. Il n'y a jamais eu de girondin dans ce pays. C'est une invention qui date du 19e siècle. Ça n'existe pas à l'époque. Hein. Donc de pacte girondin, ça n'existe pas. C'est ou l'unité de la patrie ou une autre idée de la façon avec laquelle la dite patrie peut fonctionner. Moi, je ne crois pas à une France fédérale. Je veux bien y réfléchir. Mais je ne veux pas qu'on me conduise à ce type d'organisation politique sans qu'on s'en soit rendu compte. Et qu'à la fin, on découvre qu'on a multiplié les structures qui font que d'unité de la loi et d'unité administrative, il n'y a plus dans la patrie. Merci de m'avoir écouté.